Bonjour et bienvenue à tous pour cette 44e édition de l'émission Hors Cadre. Cette émission est intégralement réalisée par les stagiaires de la formation Opérateurs des métiers de l'image et du son. Je m'appelle Maxime et c'est un honneur pour moi de vous accompagner tout au long de cet après-midi et d'être ici avec vous. Avant toute chose, laissez-moi me joindre aux stagiaires de l'IMCA pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre très cher président, Alain Glasberg. Tout d'abord, merci à tous pour votre présence et un grand merci à la mairie de Sorgues qui nous prête gracieusement cet espace regain et à monsieur le maire Thierry Lagnon. Pour commencer cette émission, nous allons commencer avec un reportage local qui traite des eaux usées à la station d'épuration de Sorgues. C'est un reportage d'Adam et Emeric. Voici le siteux. Allez, il me reste plus que ça comme vaisselle. Mais elle va où toute cette eau? Après quelques recherches, je finis par tomber sur la station d'épuration de Sorgues. Le siteux. Ouais, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Siteux, bonjour. Vous voulez savoir où vont vos eaux usées? C'est ça? Eh bien, venez avec moi, je vais vous montrer le poste de relevage. Là, on va arriver à la première étape, les postes de relevage. Et donc c'est là que ça arrive en premier, c'est ça? Donc là, on a le PR Sainte-Anne, donc qui est le plus gros PR dans le secteur. Et j'imagine qu'il y a plusieurs autres points que celui-là? C'est ça. C'est là où toutes les eaux vont venir dans le point bas, être pompées pour être ramenées dans un point haut qui va ensuite se diriger vers la station d'épuration. Donc là, c'est vraiment la zone où les eaux des 4 communes arrivent. Donc on a une arrivée Sorgues Nord, Sorgues Centre-Ville, des arrivées des autres communes, Vedène, Saint-Saturnin et Entraigues sur la Sorgue. Donc elles arrivent ici, se rejoignent pour être récupérées via 4 pompes qui tournent alternativement pour être remontées vers le pré-traitement directement. Là, on est après le relevage. Donc, comme on disait, les pompes vont nous envoyer l'eau ici. Un pré-traitement se compose comme ça, d'un dégrilleur qui va séparer les grosses matières de l'eau, un dessableur désuileur qui va servir à séparer l'eau des graisses et des sables qu'il contient, pour ensuite être redirigé vers les 3 bassins de traitement biologique. Après le relèvement, toute la station est en gravitaire, on va dire toute la partie biologique de la station est en gravitaire. C'est pour ça qu'on va retrouver le pré-traitement un peu plus haut que les bassins d'aération, qui eux-mêmes sont plus hauts que les clarificateurs. Donc tout à l'heure, on parlait des dégrilleurs qui viennent collecter les plus gros des déchets. Ouais. Ceux-ci vont arriver via des convoyeurs dans cette presse qui vient compacter les déchets pour les sécher en fait. Ouais. Et ensuite, via ce long tube, ça tombe dans la benne qu'on voit derrière. Et ça, quand la benne est pleine, on l'évacue à l'incinérateur directement en fait. C'est pas récupérable. Donc là-dedans, on va retrouver tous les déchets que les gens jettent aux toilettes. Des lingettes, des morceaux de plastique, des débordements sur les réseaux à cause de ça. C'est pour ça que c'est retiré en premier? C'est ça. Donc comme je vous disais, 3 bassins relativement distincts au niveau des volumes. Les technologies d'aération ne sont pas tout à fait identiques, mais le fonctionnement est le même, c'est-à-dire des phases d'aération et des phases d'arrêt d'aération pour que les bactéries elles aillent chercher une pollution plus azotée. Donc là, on va injecter les eaux qui sont passées par le pré-traitement pour arriver dans ce qu'on appelle la zone d'anoxie de notre bassin d'aération. C'est une zone de contact où l'eau usée et la boue vont se mélanger afin
d'homogénéiser l'effluent. Donc cette zone d'anoxie, on ne le voit pas, mais sous l'eau, il y a un passage pour aller vers le chenal d'aération. L'eau reste environ 48 heures en ce moment, ça peut être un peu moins, dans une file. Donc quand j'appelle une file, c'est un bassin d'aération plus un clarif. Il faut un certain temps de séjour pour que le traitement se fasse. Comme je vous disais, c'est des bactéries, c'est un peu comme nous, c'est du vivant. Il faut qu'elles aillent chercher la pollution, la digérer, la manger et l'absorber. On fait un élevage de bactéries finalement, un élevage de vivants. Alors je rappelle le principe du clarificateur. L'eau en sortie de bassin d'aération va venir décanter dans cet ouvrage. Donc on va venir tranquilliser la boue. La boue qui s'est créée grâce aux bactéries vont venir décanter en fond d'ouvrage, ce qui va permettre de séparer la boue de l'eau claire qui va pouvoir partir au milieu naturel. Et effectivement, on va retrouver un pont pour venir brasser, ramener cette boue au milieu d'ouvrage pour qu'elle vienne être pompée, pour être réinjectée dans le bassin d'aération. Donc le but de cet ouvrage, effectivement, c'est de séparer, comme je vous disais, la boue de l'eau. Là, on le voit très bien. Effectivement, on a un développement d'algues. Ça peut paraître étonnant, mais c'est normal. Le but du traitement de l'eau, c'est de convertir tout ce qui est pollution un peu dure en une pollution qui est un peu plus douce. C'est le but de la station, c'est d'optimiser tout ça. Une qualité supérieure pour l'eau rejetée dans le milieu naturel. Donc là, on va, après le clarificateur, se retrouver au canal de sortie. Donc le canal de sortie qui nous sert de comptage. Donc on mesure l'eau qui rentre en entrée de station, on mesure l'eau qui sort. Et donc ici, on rejette dans... On rejette dans l'Ouvèze. D'accord. Qui va ensuite se rejeter dans le Rhône. On a ce qu'on appelle sur la station une autosurveillance réglementaire. On va venir faire des bilans en entrée de station et en sortie de station. Donc avec nos 2 débitmètres, on va pouvoir avoir la quantité de pollution qui est rentrée et la quantité de pollution qui est sortie. Donc c'est important pour ceux qui rejettent de penser que derrière, il y a du vivant et que faire n'importe quoi, ce n'est pas forcément une bonne chose pour ce qui suit derrière, quoi. Donc là, actuellement, on est sur des débits de 300-400 mètres cubes heure. On est sur des journées à 7000-7500 mètres cubes jour. Donc ce qui est correct pour la station, on est aux 3/4. Donc ce qui est très bien pour nous, on arrive à gérer correctement. Ok, ça veut dire qu'il y a une bonne partie de ce qui est consommé qui est dépollué. C'est ça, exactement. Donc comme on disait tout à l'heure, on a fait le choix de ne pas traiter les herbes, de ne pas passer des produits phytosanitaires pour rien. On tond au besoin et dans la même logique, on n'a pas bétonné tout le site. L'épaississeur qui vient récupérer, comme je vous disais tout à l'heure, les boues en fond de clarificateur via les extractions. On va venir stocker les boues, les décanter encore plus pour pouvoir concentrer encore plus les boues. On va ponctuellement venir démarrer des machines qui vont nous déshydrater la boue. Donc l'eau part d'un côté, la boue part de l'autre. Elle est convoyée et pompée direction l'usine de compostage. Salut Christophe, je te passe le relais pour faire la présentation de l'usine et du fonctionnement du process compostage. Donc le principe du compostage, en fait, c'est faire le mélange entre les boues que l'on reçoit de la station d'épuration et le déchet vert. On a 2 trémies dans lesquels on remplit le déchet vert. On a donc la pompe à boue qui va nous envoyer de la boue sur les différents convoyeurs. Ensuite, on va monter, on va aller jusqu'à un mélangeur. D'accord. Dans le mélangeur, on va mélanger justement le déchet vert et la boue. Et à partir de là, on va les envoyer dans les différentes cases. Ça sert à la fermentation. Ouais. Là, ça va rester 3 semaines. On a un suivi de courbe de température également parce que ça monte très haut en température. D'accord. Facilement jusqu'à 80-90 degrés. Ouais. Et quand la fermentation est faite, la température redescend. Ouais. Et à partir de là, on peut le changer de case et l'amener à la fermentation, à la maturation. Et c'est sur ces paroles que je réalise le travail titanesque qui est effectué tous les jours dans l'ombre. Pour récapituler, l'eau part de mon évier.
Elle est envoyée dans un poste de relevage qui récupère toutes les eaux pour les envoyer dans la station. De là, elle passe par 3 bassins. Le premier, où elles sont filtrées par le dégrilleur pour les déchets. Le second, où elle est filtrée par les bactéries. Et enfin le troisième, où la boue décante pour laisser sortir l'eau claire vers le milieu naturel. Quant à elles, les boues sont mixées à des déchets verts afin de créer du compost. Je sais où elle va maintenant. Bonjour Florent, Bonjour, et bienvenue. merci de m'accueillir. Merci à vous. Et donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre rôle et votre fonction à la station d'épuration? Alors, je suis responsable d'exploitation au siteux, ainsi qu'administratif polyvalent. Donc, je suis un peu sur le terrain et un peu dans les bureaux. Donc, je co-encadre des techniciens pour le suivi de la station et le compostage et les réseaux d'assainissement. Donc, voilà. Très bien. Et donc pendant le reportage, on voit que vous évoquez le traitement de 4 zones autour de Sorgues. Est-ce que la zone commerciale d'Auchan, qui accueille énormément de visiteurs chaque jour, en fait partie? Non, on n'accueille pas Auchan sur notre territoire, qui eux font partie en majorité du territoire du Pontet. Donc ça va être dirigé vers la station d'épuration d'Avignon. Nous, on reste le territoire siteux sur la commune d'Entraigues, Vedène, Saint-Saturnin et Sorgues. Voilà. Après, par exemple, pour vous donner un exemple, sur Vedène, du fait de la topographie, on ne peut pas accueillir toute la ville de Vedène, ça serait trop compliqué à gérer techniquement. Donc une partie de Vedène est redistribuée sur Morières, les Avignons, pardon. Bien Voilà. sûr. Et vous parlez également des eaux qui transitent depuis les éviers, depuis les toilettes. Mais qu'est-ce qu'il en est au niveau des plaques d'égout et du total égout? Est-ce que c'est vous qui le gérez? Alors c'est ça, nous le siteux, on gère l'assainissement collectif. Donc généralement, les gens sont raccordés au tout à l'égout, ce qu'on appelle vulgairement le tout à l'égout, qu'il ne faudrait plus utiliser génériquement parce que ça appelle à jeter tout et n'importe quoi dans les égouts. Donc nous, on gère l'assainissement collectif. On peut retrouver sur notre territoire aussi de l'assainissement non collectif, qu'on parle vulgairement de fosses septiques, fosses toutes eaux, etc. Nous, on ne gère pas ça. On peut les recevoir. On est habilité à traiter ce qu'on appelle les matières de vidange qui sont issues de cet assainissement non collectif. Mais principalement, voilà, on gère l'assainissement collectif. On gère. Pardon, Très bien, pas de souci. Et donc, à ce propos, une question concrète. Oui. Chez moi, récemment, j'ai repeint. Et au moment de nettoyer mes seaux, de nettoyer mes pinceaux, il a fallu que, même si je savais que ce n'était pas bien, que je jette la peinture dans mon évier. Je sais que ce n'est pas bien, mais quelle solution j'ai pour éviter cela? Alors, sur ce type de déchets, il peut y exister des solutions locales pour le retraitement. Il faut se rapprocher des communautés d'agglos ou de communautés de communes locales où vous habitez pour pouvoir recycler ces matières. Après, on peut donner des conseils, d'essayer de moins le rejeter dans l'eau, mais peut-être dans les déchets pour envoyer à l'incinération, des choses comme ça. Dans tous les cas, on n'a pas de solution miracle pour tout. Effectivement, à l'heure actuelle, on l'entend dans les médias, il y a encore des choses à faire pour qu'on puisse préserver la ressource en eau. Mais bon, je vous invite à limiter ce genre de gestes. On lutte tous les jours pour éviter que notre milieu se retrouve impacté par ce genre de phénomène, on va dire. Bien sûr. Voilà. Et une fois que l'eau qui a transité par la station d'épuration, une fois qu'elle a été traitée, est-ce que vous savez à quel point elle est dépolluée? Oui, alors comme je parlais dans le reportage, on a une autosurveillance sur la station. Donc c'est un autocontrôle, on va venir mesurer les débits, on va venir faire des analyses en entrée, en sortie de station et à divers points de la station d'épuration pour mesurer la pollution qui arrive et pouvoir en déduire un rendement, un taux d'abattement d'un certain type de pollution. Donc sur certaines pollutions,
on est de l'ordre de 100% d'abattement. Alors, à l'heure actuelle, les technologies en place de stations d'épuration ne permettent pas de traiter toutes les pollutions. Vous parliez tout à l'heure de la peinture, par exemple. Très concrètement, on ne sait pas vraiment où ça peut aller, si on la digère, si on la transforme. Ça peut être stocké dans les boues, ça peut être stocké dans l'eau. On en parle à l'heure actuelle, qu'on peut retrouver dans les eaux des médicaments, des choses comme ça. Donc, il ne faut pas oublier que ce n'est pas une solution miracle. Ça reste un traitement d'une partie de la pollution. Là, on sait être performant, mais on ne peut pas tout traiter non plus, quoi. Et on demande à chacun de vraiment faire attention à ses gestes, à ses attitudes, parce que ça peut avoir un impact important sur le milieu naturel. Bien sûr. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci Florent pour votre intervention. Merci. Et maintenant, nous allons continuer cette émission sur le thème de la préservation de l'environnement, avec un reportage sur un refuge des animaux à Saint-Andiol, qui est géré par Marie-Noël. C'est un reportage de Mallory et Tilantia. Et donc, juste avant ça, on va regarder une pub trop chou réalisée par Nelly de la formation Animation 2D. Vous rêvez de profiter de la vie malgré les rigueurs de l'hiver ? De gambader dans les champs sans craindre les allergies au pollen ou aux insectes ? De plonger dans l'instant et de vous laisser porter ? Ou encore de vivre chaque jour tel un aventurier ? Les gélules Monstre au Chou sont faites pour vous. Une cure 4 fois par an et vous retrouverez votre âme d'enfant. Avec Monstre au Chou, le bonheur est à vous. Les Animaux et Marino, c'est une association qui a pour but la vulgarisation, la sauvegarde et la protection de la faune sauvage et de son environnement. Dodo, ça va ma kissouille? Oui, mon Meikobo. Ça va mes bébés cœurs? On accueille des animaux qui ne peuvent pas être relâchés dans le milieu naturel, malheureusement. On a entre 150 et 180 animaux et on a environ une trentaine d'espèces différentes avec des cohabitations interespèces parfois un peu improbables et insolites. Mon rôle ici, c'est de faire en sorte que les animaux manquent de rien. Marino et Fred ont réussi à créer un environnement qui se rapproche le plus de celui qu'ils pourraient avoir dans leur milieu naturel. On leur apporte aussi beaucoup d'enrichissement. René, bon, bah, tu vas casser la glace? Ouais, allez. Nous, quotidiennement, on est de l'enrichissement de par nos odeurs. Ça va être rapporter un rondin de bois avec une odeur particulière. Ça va être ramener des feuilles du milieu extérieur. C'est ramener quotidiennement quelque chose de nouveau dans leur environnement pour pouvoir pallier au mieux à leur vie en captivité et les enrichir quotidiennement. On n'a aucune aide, aucune subvention au niveau de l'État malheureusement, puisque les animaux qui sont ici sur le refuge sont considérés comme nuisibles. Pour pallier à ce manque de revenus, on a mis en place des activités. Il y a l'atelier soigneur, la visite guidée, le dîner au petit observatoire et le Marine Marino est passionné par les vieux trucks et il les a aménagés pour en faire des chambres. Donc toutes ces activités-là, c'est vraiment pour nous aider à subvenir aux besoins des animaux. On a aussi mis en place donc les parrainages, c'est des dons mensuels ou des dons uniques. À chaque fois qu'on prend une photo ou une vidéo de l'animal, on envoie la photo ou la vidéo aux parrains, aux marraines, ce qui permet de garder un lien privilégié finalement avec les animaux et de pouvoir suivre leur évolution au quotidien dans le refuge. Oh, c'est pour qui ça? Tiens, tu veux? Le medical training, c'est un entraînement médical qui permet de désensibiliser toutes les parties du corps de l'animal pour faire un check quotidien. Et puis ça permet aussi de faire un soin, si besoin, s'il y a une blessure. Et donc ce medical training, il est très très important pour pouvoir justement accompagner l'animal positivement pendant toute sa vie. Alors, et ses oreilles là? Ça va, ces oreilles là? L'imprégnation, en fait, c'est de faire en sorte que n'importe quel contact que les animaux vont avoir avec l'être humain soit une ressource positive plutôt qu'une source de stress. L'imprégnation, en fait, elle se fait quotidiennement dans la vie d'un animal. Ici, au refuge, on considère que c'est indispensable pour la vie d'un animal sauvage qui vit en captivité, malheureusement, parce qu'il ne l'a pas choisi. Amener à ce que l'animal ne soit plus stressé par l'être humain, c'est un travail qui se fait, à mon sens, toute la durée de vie de l'animal. L'action pédagogique qui est menée par le refuge
expliquer, montrer aux gens ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et ce qu'ils n'ont plus l'habitude de voir. On a perdu un petit peu ce contact et ce que ça éveille à l'intérieur de soi, les émotions que ça éveille et ce qu'on va pouvoir faire, avoir des clés, repartir avec des clés, avec un petit bagage qui permet au quotidien de pouvoir mettre en place un petit peu toute cette protection de la nature. Mon rêve le plus précieux, c'est qu'on puisse répondre aux besoins des animaux toute leur vie. Bonjour Marie-Noëlle, bienvenue. Hello. Donc tout d'abord, comment et pourquoi est-ce qu'on en vient à créer un refuge pour les animaux ? Alors comment je pense que c'est déjà une grande passion, une passion qui anime tous les jours. Il faut une grande passion parce que le travail qu'il y a suite à ça tous les jours, c'est colossal. Et comment avec beaucoup d'huile de coude, surtout. Évidemment, bien sûr. Et donc ça existe depuis quand, les animaux et Marino ? Alors on est installé à Saint-Andiol depuis 25 ans maintenant. Les animaux sont accueillis depuis 25 ans, on est parti de zéro, une grosse friche, et puis là maintenant on a aménagé tout ça. Et on accueille depuis peu de temps, juste un petit peu avant le Covid, c'était la bonne idée du moment. Voilà. Ah, malheureusement on ne choisit pas. Voilà, c'est ça, par nécessité surtout, Bien sûr. et par passion pédagogique, la transmission en fait. D'accord, Voilà. Très bien. Et donc ils viennent d'où ces animaux ? Alors, c'est des animaux qui ont plusieurs voies d'entrée au refuge. Principalement, ils viennent de centres de soins. Donc, le centre de soins, il a vocation à réhabiliter et à relâcher. Mais il y a certains individus qui ne peuvent pas être relâchés parce qu'ils ont plus de 50% de handicap, ils ne pourraient pas survivre, ou ils se sont imprégnés de l'homme, apprivoisés, on va dire, au moment des soins. Et là aussi, c'est pareil, ils n'ont plus la capacité de vivre en liberté. Ou alors des saisies. Ou alors ils sont nés en captivité et la maman ne s'en est pas occupée parce que les conditions n'étaient pas bonnes. Et donc ils me sont confiés petits au refuge. Donc le refuge, c'est un lieu, c'est pas un endroit de transit. C'est-à-dire qu'ils vont vivre là pendant toute leur vie parce qu'il n'y a pas eu d'autre solution avant. Donc c'est particulier cette gestion de l'animal qui va vivre toute sa vie là et qui va surtout... on va lui rallonger sa longévité parce qu'ils vont être déparasités, bien nourris, pas de stress, pas de prédateurs. Et donc, on va leur rallonger encore plus leur vie. Donc, voilà, c'est important, cette notion d'accueillir l'animal pour toute sa vie jusqu'à son dernier voyage. Bien sûr, donc c'est une magnifique manière de voir les choses en soi. On essaye. Et donc ces animaux, une fois que ils ont été guéris, qu'ils ont été soignés, donc vous l'avez dit, ils ont une deuxième vie dans votre refuge. Mais est-ce qu'ils ont peut-être une autre vie ? On me dit dans l'oreillette que certains seraient des stars de cinéma. Ah oui. Alors, ce sont des animaux qui sont, vous avez pu le voir dans le reportage, qui sont très imprégnés. Donc, ce mot imprégné, c'est un petit peu bizarre, mais c'est la façon en fait de transformer la relation de stress qu'il y a entre l'homme et l'animal. Et Dieu sait qu'on s'y attelle pour cette situation. Et c'est la transformer en une relation enrichissante et rassurante pour l'animal. Et donc, c'est vrai que le cinéma est venu toquer à la porte plusieurs fois parce que justement, les animaux étaient imprégnés. Et donc, les réalisateurs se sont dit, mais on pourrait peut-être raconter justement des choses par rapport à eux. C'est pour ça que souvent, je les appelle mes petits ambassadeurs, parce qu'ils font un petit peu le pont, le trait d'union entre les hommes et les animaux sauvages qui sont donc de la même espèce et qu'on n'a pas l'habitude de voir. On ne sait pas comment ils vivent, on ne sait plus comment ils vivent, on ne sait plus à quel moment, nocturne, diurne, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'on peut faire, chacun à sa petite mesure pour pouvoir les protéger. Et donc, le cinéma est un merveilleux tremplin pour tout ça, parce qu'on apprend des choses qu'on ne saurait pas dans notre vie du quotidien. Bien sûr, voilà. C'est magnifique. Et on me dit également que pour ce lieu que vous avez réussi à créer, vous arrivez à vivre sans aucune aide publique. Comment est-ce qu'on fait pour faire perdurer un tel lieu ? Alors, à nouveau, encore avec de l'huile de coude. Ça, c'est la première chose. Et puis, avec une grande motivation. Et donc, on a été sollicité beaucoup par pas mal de structures pour justement accueillir les animaux parce qu'on a l'expertise, la structure. Et donc, plus il y a d'animaux, plus il y a besoin d'argent. C'est bête comme chou, mais c'est comme ça. Et donc, on a mis en place des activités, donc hébergement insolite, le dîner au petit observatoire, les ateliers soigneurs. On a mis en place des activités pour pouvoir justement faire de la pédagogie et en même temps amener de l'argent au refuge pour tous ces besoins qui sont des besoins exponentiels. Bien sûr.
Et du coup, vous réussissez à attirer quel type de clientèle? Des familles principalement? Eh bien, pas du tout, en fait. C'était mon idée de départ. Je me suis dit, peut-être, justement, ça va intéresser les enfants. Alors, évidemment, ça intéresse énormément les enfants. Mais souvent, les enfants sont un prétexte parce que c'est la maman ou le papa qui a très envie de venir. Et du coup, l'enfant, Bien sûr. Voilà. Mais il y a énormément de gens de tous âges, de toutes couleurs, de toutes classes sociales. Il y a vraiment, plein de gens différents. Et c'est chaque fois un échange extra, quoi. Voilà. Au final, une mixité autant animale qu'humaine, en fait. Exactement. C'est beau. Exactement. Eh bien, merci Marie-Noëlle. Merci. Il est temps pour nous de continuer cette émission avec un épisode d'une web-série qui s'intitule Court-circuit, qui est également réalisée par les stagiaires de l'IMCA. Mais juste avant cela, une courte page de pub réalisée par Adam. Bonjour, je suis Clive Banks. Vous m'avez sûrement déjà vu dans des publicités telles que Papy à mamie qui tremble, la tronçonneuse pour manchot ou les chaussons pour cul de jeune. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous parler d'un nouveau produit. La société est face à un énorme défi, la calvitie. C'est pour cela que la Burton Corporation a inventé la mousse, fabriquée entièrement en fourrure originale et uniquement naturelle et épaisse. Elle vous assurera style et confort. Alors n'hésitez plus, foncez. Dans 10 ans, tout le monde portera une mousse. Et si vous faites partie des 50 premiers appelés, vous recevrez également et gratuitement ce magnifique tournevis au bois sculpté dans un ébène sacré venu des forêts durablement protégées de Nouvelle-Zélande. Alors n'hésitez plus, achetez tout de suite une mousse et retrouvons nos clients satisfaits. Salut à tous les gars, c'est Rashida Turner. C'était pour vous dire que la mousse elle est vraiment géniale, regardez. On peut vraiment la tailler comme on veut, pouvoir la mettre comme on veut, avec ça je peux aller en soirée, je peux voir des potes, je peux vraiment faire des trucs bien. C'est vraiment cool, j'ai vraiment l'air incroyable là-dedans, vous voyez pas ma banane. Je suis vraiment beau quand même, hein. Je suis satisfait de ma mousse. Depuis que j'ai la mousse, ma vie a complètement changé, quoi. Elle est de super bonne qualité, les poils sont incroyables, c'est soyeux, et franchement, ça a changé ma vie. Maintenant, je sais faire de la trompette, vous imaginez? Ouais, c'est vraiment génial. Et avec mon ami, on a plein de contrats, maintenant on va même faire une tournée, vous imaginez? Une tournée? Yeah, ça va être trop cool, yeah. Ou quoi d'autre? Ah bah oui, ça nous a chamboulé quoi. Surtout n'hésitez pas à acheter la mousse, c'est vraiment génial. C'est une fourrure de qualité, achetez-la, achetez-la. Comme vous aurez pu le constater, nos clients sont majoritairement satisfaits de la mousse. Et si vous avez été attentif, vous aurez sûrement découvert qu'il existe plusieurs coloris. Pour chaque style, pour chaque envie, pour chaque jour. Alors n'hésitez plus. Commandez une mousse pour une coupe au poil. Appelez tout de suite le 0800 800 8000 et commandez une mousse pour seulement 595 $. Et si vous appelez dans les 5 minutes, un deuxième tournevis vous sera offert. Il faut tout de suite la réaction. Ouais, tout de suite une réaction, un arrêt de Lloris. Une parade du Lloris parce qu'autrement, derrière la pression sur le frappeur. Dépêche-toi. Sera terrible. Il pourrait être le dernier. Tu as raté la victoire de l'Argentine. On n'en est pas encore là. Qu'est-ce que tu racontes? Mbappé va vous mettre un triplé. Bah c'est déjà fait. T'es sérieux là? T'as pas vu? Tu sors d'où? Non, j'étais à la mosquée. J'ai marié une de mes cousines, la jumelle de Fatima. Et j'ai eu 3 circoncisions, avec ça je suis l'imam du siècle. D'ailleurs je t'attends toujours toi. Hein. Pour ta cousine Fatima? Ouais, mais il faudra d'abord que tu passes te faire couper ta saucisse. Oh, j'ai rien contre vous les merguez halal. Mais laisse ma saucisse tranquille.
Dommage pour toi. Fatima, elle était plutôt merguez. Le poids sur les épaules. Guette, Mbappé va vous éclater. C'est fini, c'est mort. Là, il reste 2 tireurs. Si vous le ratez, que nous on le met, on a gagné. Tu paries? Maradona, c'est notre Jésus. Et là, Messi, il est revenu sur Terre pour nous ramener la coupe à la maison. Ah, mais attends. Allez, les Bleus. Attends, en parlant sérieux. Tu sais que chez nous, les musulmans, le Messie, il doit revenir sur Terre. Et Jésus, c'est un prophète. D'ailleurs, j'espère qu'il va te ramener un nouveau canapé. Hein. Garou, il est fatigué. On parie quoi alors? Si l'Argentine gagne, tu deviens musulman. Ça prouvera que Messi est revenu sur Terre. Ouais? Et puis quoi encore? Toi, tu deviens argentin et tu finis ma bulouse? LOL. Chiche. Kebab? Salade tomate oignon. Salade tomate oignon. Ouais. Et là, c'est le monde entier qui a les yeux rivés Attends. sur le pied droit Là, si Montiel le met, du défenseur on a gagné. de Séville. Tu rêves. Oui! Et ça passe. Non. Et ça passe, et l'Argentine. Oui! Non. Hey! C'est quoi ça? Pourquoi il n'y a plus de lumière? Je sais pas où là, mais je crois qu'on a gagné. Hein. Wesh. Vas-y, arrête de me pousser. C'est qui me pousse? Vas-y, arrête. T'es qui, toi? Kimira Bobo! Fares, fais quelque chose. Je crois que c'est le chétan. Mais non, c'est le Messi! On est champion du monde! File-moi ta bière. T'es le meilleur, Messi. Eh ouais, je sais. L'Argentine, championne du monde. Après cet épisode de court-circuit pour le moins électrique, nous sommes de retour en Provence, et plus précisément à Châteauneuf-du-Pape. En route pour la distillerie Blachère, où nous allons découvrir leur produit emblématique, le Pack Citron. C'est un reportage de Mallory et Tilancia, et ça s'appelle Pack, un zeste de Provence. Vous l'aurez compris, on vous emmène en Provence. C'est ici que l'on va tenter de connaître la recette secrète du Pack Citron. Mais d'abord, petit retour sur 2 siècles d'une histoire avant tout familiale. Donc nous sommes à la distillerie à Blachère, la plus ancienne distillerie de Provence. La distillerie en fait a été créée en 1835 par V.L. Blachère, qui descendait d'Ardèche et donc qui est venu à Avignon pour créer la distillerie sur Avignon. Avec ma femme, donc Sandrine Blachère, on a repris la distillerie en 1993. En fait, il y avait cette marque Pack Calo, Pack Citron qui était très connue, mais en fait peu distribuée. Et on s'est dit qu'il y avait tout à faire. Il y avait quand même une telle histoire sur la distillerie qu'il ne fallait pas qu'elle disparaisse. Donc on a œuvré pour ça et on le fait maintenant depuis plus de 30 ans. Alors, je m'appelle Ezra Akbar, je suis chef de projet. J'ai aussi pris la direction du magasin d'usine, qu'on appelle aussi notre showroom, qui est à Châteauneuf-du-Pape. On est très proche de notre clientèle, on a vraiment une relation privilégiée. Bon, regarde. C'est parce que vous avez été tellement silencieux. C'est installé à Châteauneuf pour une raison assez simple. Il faut savoir que dans l'activité alcool que nous avons, on est quand même le spécialiste en eau de vie de Mar de Châteauneuf-du-Pape.
Alors ici, nous sommes dans le chai de vieillissement. Comme vous pouvez le voir, il y a différents fûts, donc de très vieux fûts qui sont de ce côté-ci, qui datent de la création de la distillerie Blachère, donc de 1835. C'est donc essentiellement des fûts de chêne dans lesquels nous mettons nos liqueurs et nos mares de Provence ou de Châteauneuf-du-Pape. Quand les fûts sont trop anciens, trop vieux, effectivement, on travaille dans des fûts un peu plus jeunes. C'est des fûts qui vont servir essentiellement aux mares de Provence. Dans le chai de vieillissement, en fait, il n'y a pas de climatisation. Donc l'été, il fait un peu plus chaud dans notre chai, l'hiver, il fait un peu plus froid. Mais de cette manière, en fait, les eaux de vie continuent à vivre avec les saisons. Alors la transition alcool-sirop a eu lieu en début 1900. En fait, ils ont mis du sucre dans des jus de fruits et le sirop est né de cette manière. Donc nous, on a commencé en 1910-1920 et en 1962-1963, on a créé le fameux pack citron. Bonjour Nadine. Bonjour Raphaël. Tout est bon? Vous avez fait les commandes? Oui, c'est bon, les commandes, tout est facturé. Hugo a les commandes, il les prépare et ça part. Bonjour Hugo. Bonjour. Tu peux me préparer cette commande s'il te plaît? Ouais, bien sûr, pas de Voilà. souci. Je fais ça de suite. Merci beaucoup. Mais de rien. Bon allez, c'est parti. La recette secrète du pack, c'est la question à 1 million d'euros, hein, que tout le monde aimerait connaître et savoir. C'est juste des produits naturels, un produit non pasteurisé, du vrai jus de citron. En fait, un produit qui n'a pas changé depuis 60 ans. Il faut que notre société reste indépendante, reste familiale, pour que ces produits-là, qui en fait représentent la Provence, représentent l'histoire provençale, continuent. Alors on a la chance d'avoir un garçon et une fille, Ronan et Rose, et on espère qu'ils vont dans le futur reprendre la distillerie et que l'histoire va continuer en fait. Donc voilà, on est fiers de transmettre cet héritage et on le fera tant qu'on pourra. Bonjour et bienvenue Ezra. Bonjour. Alors vous êtes chef de projet pour le groupe Blachère. En quoi ça consiste? Alors mon rôle, c'est de développer plus exactement la notoriété, l'image et bien sûr le chiffre d'affaires de la marque via diverses missions, que ce soit événementielles, présence dans des salons ici avec vous, ou bien via les réseaux sociaux, ou même en vente directe
au showroom, ainsi que pour les professionnels au showroom directement. Très bien. Donc vous parlez d'événementiel. Pâques à 60 ans cette année. Est-ce que vous prévoyez quelque chose de particulier ? Pâques à 60 ans, on prévoit des choses. Je ne peux pas trop en parler sur les choses qu'on prévoit. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des collaborations avec des artistes. Et il va y avoir différentes bouteilles collector qui vont sortir cette année, cet été plus exactement. Très bien. Et donc, vous parlez de bouteilles. Pâques, ça représente combien de bouteilles vendues à l'année ? Alors, en globalité, l'année dernière, en 2022, on a vendu 1 300 000 bouteilles pour tous les produits. Et Pâques représente plus de 800 000 bouteilles. D'accord. Donc, ça fait quand même beaucoup. Ça fait à peu près 61,5%. Quand même, oui. Et donc, vous parlez donc, de la distillerie Blachère, des autres produits. Donc, parce que Pâques, donc la distillerie Blachère, c'est le Pâques à l'eau, mais pas que. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ? Bien sûr. Alors, tout d'abord, la distillerie a été fondée en 1835 par Auguste Blachère et son papa. Le tout premier produit qui a été lancé était un alcool, une eau-de-vie d'arquebuse à base d'une vingtaine de plantes, fleurs et épices, 50 degrés. Et pendant très longtemps, ce produit a été utilisé en tant que dentifrice et désinfectant. Voilà. Ensuite, il y a eu d'autres alcools qui sont arrivés, dont notamment 3 qui ont fait vraiment la notoriété de la marque. L'Origan du Comtat, la Comtadine et l'élixir du Mont Ventoux. Toujours le nom ou même le packaging en lien direct avec la région. L'élixir, c'est vraiment le Mont Ventoux, avec le nom élixir du Mont Ventoux. La Comtadine, c'est en hommage aux Comtadines qui allaient au Mont Ventoux pour cueillir les plantes qu'utilisait Auguste Blachère. Et Frédéric Mistral a même fait un poème qui disait « Comtadine, Comtadine, où vas-tu ? Je vais au Mont Ventoux pour cueillir les plantes de Blachère ». Et pour ce qui est de l'Origan du Comtat a été offert à la ville d'Avignon en 1882, lors de la période de choléra. Et l'Origan du Comtat était aussi utilisé et toujours utilisé dans les papalines d'Avignon. Écoutez, c'est toujours bon à savoir. C'est toujours bon à manger. Et à manger, évidemment. Voilà. Et donc maintenant, une question de mon petit cousin qui n'a pas pu se déplacer. Aïe. C'est quoi la différence entre le Pâques à l'eau et le sirop de citron ? Pour faire le plus simple possible, le Pâques, vous pressez votre citron, vous rajoutez eau, sucre. Très bien. Le sirop, donc notre sirop, je parle bien de notre sirop citron, sous la marque Couleur de Provence. On fait d'abord une extraction des arômes naturels auxquels on ajoute eau et sucre. Donc si vous voulez plus limonade, allez sur le Pâques, mais si vous voulez sirop, sur Couleur de Provence. Très bien, merci en tout cas. Je vous en prie. Et donc pendant le reportage, on voit Raphaël qui est dans le chai. Est-ce que c'est possible de le visiter, ce chai ? Bien sûr, puisqu'on fait les visites, en fait, ça fait partie d'une de mes missions. La visite se divise en 3 parties. Une première partie historique avec l'évolution de la marque à Blachère, l'arrivage des produits. Ensuite, on part visiter l'usine, donc la zone de production, salle d'herboristerie, salle d'étiquetage, le vieux chai, zone de stockage, et on revient au showroom, magasin d'usine, pour faire les dégustations. La partie que les gens préfèrent, bien sûr. Ça promet des belles après-midi. C'est exactement ça. Et en tant qu'entreprise locale, est-ce que vous investissez un petit peu dans la vie de la région ? Oui, pas mal de choses. Par contre, on reste très discret sur ça, que ce soit au niveau de l'investissement, au niveau du village, Châteauneuf, ou même auprès des associations. On estime que voilà, c'est aux associations, à la ville, de parler de nous s'ils en ont besoin. Mais notre objectif principal, c'est pas ça. C'est de faire en sorte de mettre en valeur l'événement auquel on participe. Bien sûr. Eh bien, merci Ezra. Merci à vous. Maintenant, on va finir cette émission en beauté. Et donc, on vous propose un voyage romantique avec un reportage de Tilantia qui s'appelle Veni, Vidi, Vici. Et juste avant ça, on va vous proposer une courte page de pub de notre partenaire Pizza Hut, réalisée par Tommy. Pizza Hut, j'écoute. J'ai très envie d'une de vos savoureuses pizzas composées d'algues et de cartons recyclés. Et n'oubliez pas notre fameux ingrédient secret. Et cette semaine, le supplément fromage synthétique
est à 1 euro$ seulement. Du jamais vu depuis l'extinction des bovins en 2035. Supplément synthé de cheese Nutri-Score F? Nova, j'en prendrai 12. Parfait. Notre IA Maison se charge de repérer votre adresse. Et souvenez-vous, Pizza Hut, jamais plus de 10 minutes, de la commande à la livraison. J'y vais. Et bonsoir madame, voilà votre pizza pepperoni carbone. 10 minutes et 30 secondes, c'est inadmissible. Pizza Hut. Pizza Hut, la délicieuse pizza Nutri-Score F au carton recyclé, aux algues irradiantes et son savoureux ingrédient secret, grand vainqueur des Hôtes d'Or de 20 086. Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut. Et n'oubliez pas, Pizza Hut recrute. Découvrez l'aventure dans les mines d'ingrédients secrets martiennes et vos services vous feront peut-être gagner une puce intracrânienne. Rejoignez vite notre grande famille. Pizza Hut, je mourrai pour toi. En cas d'effet secondaire de cécité temporaire ou permanente ou de cancer de la thyroïde, appelez à l'aide. Comme ça, là, bien, par là-bas. Nous sommes réunis afin de tourner le teaser du prochain spectacle qui se passera dans les arènes de Nîmes, qui aura pour titre Vercingétorix. On travaille avec des historiens qui nous disent ce qu'il faut faire et pas faire et sur quoi on peut s'appuyer comme écrit. On est associé avec différentes associations et différentes entreprises, principalement la LEC 10 de Comps. On essaye d'être le plus proche possible de la réalité et on utilise aussi tout ce qui est l'art romantique, dont un tableau bien spécifique. On voit la reddition de Vercingétorix face à Jules César et à ses porte-enseignes et ses soldats. Je m'appelle Pirosa Daniel, alias Strabo Caius Pirusum. Je suis le président de la Lorica Romana. Nous sommes une des seules légions, on va dire, aujourd'hui à faire du corps à corps, du combat, vide-camp. On se met en immersion totale. Lors des tournages, pour les chaînes d'histoire éventuellement, pour toutes les prestations qu'on peut faire dans des oppidums ou des sites archéologiques. Voilà, ça c'est bon déploiement de Romain. Adrien a décidé de s'arrêter dans le quotidien de démarrage. Écoutez-le. Écoutez son escorte militaire. Elle s'approche de l'amphithéâtre. Il est accompagné de ses légions et des barbares fédérés de l'Empire. Peuple de Démodus, acclamez l'Imperator, Traianus, Adrianus, Augustus. L'association Equitempus est spécialisée dans l'équestre bien sûr, mais on a aussi tout un panel de cascadeurs à pied qui font la chute de hauteur, du combat à l'épée, du tir à l'arc, que ce soit à cheval ou à pied. Je travaille beaucoup avec les gens de Real Horse, Sophie Planet et Cédric Sutera, et aussi en partenariat privilégié avec Émeric Delattre, qui est le président des Casse-Cou Baratineurs. Et on s'échange un peu les rôles, en sachant qu'Émeric est un vrai spécialiste du combat chorégraphié, et surtout du combat historique. Moi, mon rôle dans tout ça, c'est de chapeauter tout le monde,
et que les informations ne soient pas distillées. C'est-à-dire que les informations que je prends viennent directement des têtes pensantes du spectacle ou du tournage ou quoi que ce soit, et je les retransmets telles quelles à mes équipes. Là, ils vont chauffer un peu avec César Vercingétorix. Il va dire, mais moi, j'aime bien qu'à la rigueur. Je vous invite à venir voir le spectacle Vercingétorix dans les arènes de Nîmes. C'est un rendez-vous familial à la fois dans les gradins mais aussi dans l'arène. Vous ne serez pas déçus si vous venez parce qu'on va un peu se faire plaisir encore une fois dans les arènes de Nîmes. Bonjour Aurec, bienvenue. Bien le bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre rôle au sein de Equitempus? Alors, je suis le président et le créateur de l'association Equitempus. C'est une association qui a pour but de faire de la cascade, mais surtout au niveau historique, à la fois équestre, mais aussi en combat chorégraphié, choses comme ça. Et donc, on a vu que vous étiez régleur cascadeur. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors en fait, dans le milieu de la cascade, ça c'est mon côté professionnel, c'est même en dehors de l'assaut, c'est vraiment mon travail. Il y a différents niveaux quand on fait de la cascade. Il y a chorégraphe, coordinateur et j'ai une grosse voix, c'est pour ça que je mets. Donc coordinateur et cascadeur. Donc en gros, le coordinateur c'est celui qui chapeaute tout, le chorégraphe c'est celui qui écrit les cascades et le cascadeur c'est celui qui fait les cascades. Donc il faut être passé par ces trois postes-là pour comprendre comment ça se passe et comment ça se déroule. Voilà. D'accord, très bien. Et donc, à quel type d'événement est-ce que vous participez en général avec votre association? Alors, on travaille principalement sur le spectacle vivant, mais de plus en plus, depuis le Covid notamment, sur des tournages. Donc, documentaires, films, séries, un peu partout en Europe. On s'organise et on se met autour de projets principalement historiques, puisque c'est notre spécialité. D'accord. Donc, et par exemple, à propos de spectacles historiques, on vous voit préparer un spectacle pendant le reportage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, le spectacle qu'on est en train de préparer, c'est le spectacle qui s'appelle Vercingétorix, donc qui va retracer l'épopée de ce fameux personnage historique. Et en gros, ça se passe dans les arènes de Nîmes. Depuis maintenant 12 ans, les arènes de Nîmes font un spectacle d'été qui a évolué petit à petit, toujours sur une thématique différente chaque année. Cette année, c'est Vercingétorix, et les années précédentes, on a eu plein de choses. On a eu César, on a eu Cléopâtre, on a eu Boudica. Donc on travaille en partenariat avec des historiens qui s'occupent de l'écriture du scénario, de la véracité historique de ce qu'on va faire. Et nous, en fait, on doit travailler avec eux pour qu'on trouve un juste milieu entre le côté spectaculaire et le côté historique. De toute façon, quoi qu'on fasse dans les arènes, ce ne sera jamais autant fou que ce qu'ils faisaient eux à l'époque. Bien sûr. Mais il faut qu'on trouve quand même un côté plus sécuritaire, à la fois pour les acteurs, mais aussi pour les cascadeurs. Évidemment. Et donc, cette année, ça se passe alors, c'est le 6, 7, 8 mai. C'est ça, 6, 7, 8 mai. Et pour réserver il faut aller sur le site d'EDIS ou sur le site des arènes de Nîmes, il y a des liens. Sur tous les réseaux, ils ont commencé à dispatcher un petit peu partout là. Donc, par contre, ça se remplit très très vite, parce qu'on a beaucoup de succès depuis pas mal d'années maintenant, et donc très vite les places sont prises, et malheureusement on ne peut pas accueillir tout le monde. Il y a 13 000 places par spectacle. Ce qui est quand même énorme. Oui. Et donc vous disiez que ça fait 12 ans donc, que les Jeux romains des arènes existent. Est-ce que vous, ça fait 12 ans que vous y participiez? Ça fait 11 ans. On n'a pas fait la première année, on a commencé la deuxième, et ça fait maintenant 8 ans que je suis le coordinateur cascade du spectacle. D'accord, donc j'imagine qu'il y a d'autres associations un petit peu aussi au niveau de l'histoire romantique, comme vous. On est 700 en piste, donc oui, il y a du monde. En gros, on bosse avec des assos, notamment ce qu'on a vu, la LEC 10 de Comps, qui sont, eux, un petit peu le cœur du travail qu'on fait. C'est des gens qui sont passionnés, qui sont une association, qui sont basés à Comps et qui travaillent sur l'historicité et sur la vie du légionnaire. Ils font des camps, ils restent une semaine, ils se baignent dans la rivière pour se laver, c'est des psychopathes. Et ensuite, on a beaucoup d'assauts qui viennent d'Italie, d'Angleterre, que des passionnés d'histoire, à la fois du côté romain, mais aussi avec les Zambiani, par exemple, qui nous viennent du nord de la France, qui sont spécialisés en celtes. Voilà. Bien sûr. Donc vous avez, en fait, si je comprends bien, vous avez chaque association qui est spécialisée dans un secteur. Et à chaque fois, donc, vous allez être, par exemple, je sais pas, au niveau des chevaux, et puis après, une autre va faire une autre partie du spectacle. En fait, tout ce qui va être équestre, ça, c'est moi qui vais le chapeauter. Tout ce qui va être cascade aussi. Et nous, on compose avec ces reconstituteurs-là.
qui sont ni cavaliers ni cascadeurs, enfin pas professionnellement, qui eux vont apporter cette valeur à la fois du nombre, parce qu'une légion romaine avec 2 kikis et 2 boucliers, ça marche pas. Donc il faut que, là en l'occurrence, des légionnaires, on va en avoir 400. Donc 400 légionnaires, ça fait une jolie tortue, et quand on vient taper contre, ça résiste un peu mieux, quoi. Voilà. Effectivement. Et puis il faut aussi savoir les gérer. C'est ça. Eh bien, merci en tout cas Aurec. C'est la fin plaisir. de cette émission hors cadre. Merci à tous de nous avoir suivis. Un grand merci à nouveau à la mairie de Sorgues et à monsieur le maire Thierry Lagneau de nous avoir prêté l'espace Regain. Merci à tous les stagiaires, à la régie, la réalisation et toutes ces petites mains de l'ombre sans qui rien n'aurait été possible. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à inviter le public à boire le verre de l'amitié et à vous diriger vers le buffet. À l'année prochaine!